nous, on s'est vachement retrouvés à faire la fête ensemble à un moment. Mais bon, avant, je faisais la fête avec ton père, hein. C'était ma génération. Et peut-être même j'ai changé un verre ou deux avec ton grand-père qui est mort centenaire. Hein. Pour te donner une idée, regarde ça. Vas-y, feuillette. Ça, moi j'ai photocopié. Et ça, je le fais aujourd'hui. Elle est géniale, cette photo. Moi, on m'a dit, enfin, Simone en particulier, il dit que c'était que des gens de Fiols, le jour de la fête du village. T'as vu un peu le people? On s'imagine qu'on a tout inventé parce qu'on est 400. Oui, non, mais et là, ils ont mis le pupitre haut, hein, comme il dit, j'y vais, c'est haut. Hein. Ça n'avait pas intérêt de tomber. Il n'y a pas de garde-corps, c'est ça qui fait que c'est... ils avaient intérêt de il y a un côté vertigineux. Un peu. Ouais, c'est ça. Le pigeonnier, tu vois ce que c'est? Oui. Oui, dans le... Là-bas, il y avait un monsieur qui habitait là-bas. Et lui, bon, on l'occupait, la mairie lui faisait nettoyer le cimetière un peu. Bon, il me terrorisait parce que nous, on a le champ à côté. Et des fois, t'entendais rien, il se mettait à hurler. Moi, il me terrorisait. Et mon père me disait, mais il est gentil, et ceci, cela. Mais tu parles, moi, je me sauvais comme un lapin quand il commençait à hurler. Et Lanza, il s'appelait. Et tu sais comment il est devenu fou? On en revient toujours avec les événements historiques. Quand l'autre enculé de Franco il a attaqué sur la Catalogne, ils ont traversé l'Ebre sur un rafio. Ils ont bombardé les autres, Mussolini, et le rafio il a coulé, il n'y a que lui qui s'en est sorti. Il avait je crois qu'il avait 4 ou 5 enfants, et sa femme, et ça lui a tourné évidemment. Et resserre-toi, hein. Moi j'en bois qu'un, et déjà c'est un autre. Que... Et vous, c'est pareil, hein, vous savez. Il faudrait que j'y aille. Castor, j'ai pressé. C'est ma fille à récupérer. En tout cas, la langue est bien pendue. Hein. Ouais. Purée, hein. C'est les prochaines mémoires ah, mais j'espère bien. Il faut entendre passer, là. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice. Yeah. Et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 31. Cette semaine, émission Ténèbres, tradition et modernité. Vous, notre lumière, notre savoir. Vous, notre manière d'entrevoir ce dont la vie nous avait privés dans la nuit où on s'est noyé. Vous qui, tendrement, nous avez ouvert la voie pour sortir de l'enfer, de nos ténèbres, à la lumière. Enfin, bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans l'Attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Dorothée. Charles Aznavour, pas loin. Il sera donc question de ténèbres ce soir car nous parlerons de The Last Year of Darkness, documentaire de Ben Mullincasson qui est passé récemment au cinéma TNB à Rennes, film de 2023. Et avant ça, nous parlerons d'un documentaire qui sort demain, réalisé par Jean-Baptiste Alazard, Festa Major. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, cette fois pas à ma gauche mais en face de moi, de l'autre côté, il y a Thibaut. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Voilà Thibaut qui se retrouve une nouvelle fois à la régie, à la mise en son de cette émission parce que suite à l'indisponibilité pour cause de salariat de Margot ce soir. D'où la première petite erreur. Exactement. Et il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Comment vas-tu, docteur? Ça va Après bien. avoir dépensé des centaines et des centaines d'euros. Après m'être ruiné et avoir enrichi d'odieux éditeurs de DVD voilà. et de Blu-ray à la convention dimanche dernier. Voilà. Mais je suis très content de la petite moisson que j'ai récoltée. Ouais, une bonne moisson quand même. Hein. Oui, une bonne moisson. Donc des beaux livres et des beaux Blu-ray, des beaux DVD. Donc j'ai hâte de compulser de regarder tout ça. D'avoir le temps de regarder tout ça. Je finirai par avoir le temps. Ça vient. Merci. Donc avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure.
Et oui, donc effectivement, ce dimanche, c'était la convention cinéphile organisée par 97 mm au cinéma Arvor. Et nous en avons profité avec nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, en l'occurrence le Docteur Moreau, pour enregistrer comme l'année précédente une petite émission au débeauté totalement improvisée, faisant fi de presque 20 ans d'expérience radio pour faire n'importe quoi avec un zoom. Télérama appelait ça une insulte. Ah oui. Oui, c'est ça. Voilà, ça vient de tomber là, ça vient de tomber. Voilà, Ah bah, ça vient de tomber. Salaud. Le monde va suivre. Le monde va suivre, je le monde pense va suivre. aussi. Et le Figaro, je n'ose même pas imaginer. Et donc nous avons enregistré une petite émission avec les différents éditeurs et auteurs journalistes présents pour en fait les soumettre à la question. Parce qu'il y avait quand même du beau monde. Exactement. Jean-Baptiste Aurey, Karim Debache, qui nous a fait l'honneur de qui faire un passait petit dans le coucou coin, aussi. une petite partie de l'équipe de Capture Mag, et donc des éditeurs de que des gens bien. Extralucide, Badland, Tamassa, Malavida, voilà. Et donc plutôt que de les faire parler de leur propre travail, ils devaient parler justement du travail des autres et aller un petit peu faire la promo des copains aussi, parce qu'effectivement c'était très bien. Et donc l'émission est écoutable dès à présent sur notre chaîne YouTube, sur Internet. Alors, je ne sais pas si elle est écoutable, au moins elle est audible. Oui, voilà. En tout cas, elle est disponible. Voilà. Elle est disponible. Vous en ferez ce que vous voulez. Après. Exactement, Nous, on s'en lave les mains. Exactement. Nous n'avons aucune responsabilité dans les propos qui sont tenus. Non, aucune. Sauf moi qui ai tenu des propos, donc je suis un peu responsable Oui. des propos que j'ai tenus, mais pas ceux des autres. Oui, exactement. Donc voilà. Sur les autres, ils ont présenté que de la merde. Probablement. Voilà. Oui, probablement. Donc, j'écouterai ça juste pour vérifier que j'ai bien raison. Oui, alors qu'il n'y a que toi qui a trouvé le meilleur film qui Voilà. était en vente dans toutes les conventions, bien frappé évidemment. au coin du bon sens. Et c'est vrai que c'était probablement les propos les plus pertinents que j'ai Mais pu bien sûr entendre que aujourd'hui. oui. Mais bien sûr que oui. Mais attends, j'avais super bossé mon truc. Bah oui, ça s'entend. Ça s'entend, oui, comme tout le monde. Donc voilà, sinon, nous vous rappelons que le film du dimanche soir est donc dimanche prochain, 20 avril au cinéma Arvor, et ce sera Shaun of the Dead de Edgar Wright. Vous viendrez Oui, il y a des chances que je sois là, même si je le connais par cœur. Oui, mais il y a aussi le dernier pub avant la fin du monde qui passe cette semaine. Qui passe jeudi, je crois. Ouais, donc si vous ne l'avez pas vu, profitez-en, parce que c'est le moins bien aimé de la trilogie Cornetto, et pourtant, moi je trouve qu'il est tout à fait honorable. Oui, exactement. Je suis bien d'accord. Avec un excellent point t-shirt. Bah, ça, dedans, point t-shirt, oui, il y en a, oui. Les Sisters of Mercy. Les Sisters of Mercy, exactement. Seuls les vrais savent. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Niveau local, là, c'est assez calme. C'est pas la folie. Ça sent le pré-canne, quoi. Et même, du coup, au niveau des sorties nationales, effectivement, c'est bien calme, parce qu'il y a plein de trucs dont on ne parlera probablement pas, notamment la nouvelle comédie de Michel Leclerc, le réalisateur du Nom des gens, donc, qui s'appelle Le mélange des genres, comédie sur MeToo et la culture du viol. Oui, je sens que... Dis donc. Une certaine forme d'intérêt, non? Je sais pas. Oula. Disons que je dois être le seul dans cette émission à avoir déjà vu des films de... J'ai vu Le Nom des gens, moi. Je connais pas très bien, j'avoue. Il a fait, je sais plus, pas Télépoubelle, mais voilà. Enfin, c'est plein de comédies faussement sociales et qui sont surtout... Et vraiment réac. Oui, voilà. Vraiment, ouais, c'est ça, ouais. Ça sent un peu le sujet à double tranchant, quand même. Ça va être assez casse-gueule, je pense. Voilà. Sinon, il y a Sinners, un film visiblement pif-paf, réalisé par Ryan Coogler, qui avait fait un des Creed et qui donc retrouve ce gros beefsteak de Michael B. Jordan pour aller faire du pif-paf. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas. Est-ce qu'il y a, je me suis d'ailleurs demandé, est-ce qu'il y a déjà eu Michael B. Jordan versus Scott Adkins? Oui. Je crois pas, non. Parce que ça pourrait valoir le coup. Oui. Dans un Expendables non, futur, un vrai film, ça serait mieux. Ouais, c'est ça, dans un remake, dans les remakes dans 20 ans des Expendables. Parce que ça serait assez cool, je pense. Oui, mais ils évoluent pas vraiment dans les mêmes sphères. Non, mais c'est dommage, parce que je trouve qu'il y a ces deux beaux beefsteaks tous les deux. Oui. Ah oui. Et moi, j'aime bien leur tronche à tout. J'aime bien leur manière d'être des beefsteaks. Oui. Donc, Scott Adkins, comme il l'appelle dans The Grimsby Brothers, Ukrainian Ben Affleck. Ce qui est vrai. Ce qui n'est pas faux. Sinon, dans un tout autre genre, il y a La Réparation, nouveau film de Régis Varnier, dont on avait oublié qu'il faisait encore des films. Car c'est un beau film avec Clovis Cornillac qui joue un cuistot qui disparaît. Il part du coup, genre 20 ans plus tard, à Taïwan. Voilà, qui fait partie presque de ce sous-genre de films d'occidentaux qui vont redécouvrir la vie au contact de l'Extrême-Orient, de la pureté des arbres, de la gentillesse du peuple asiatique. Voilà. Bref, quoi. Ouais, bref. Sinon, il y a... Après, Taïwan, c'est pas con comme lieu de destination, parce que c'est un lieu de gastronomie quand même, Taïwan. On l'ignore un peu trop en France, mais il y a déjà d'une part, il y a une gastronomie chinoise, et à Taïwan, ils sont fans de bouffe comme exactement pareil qu'en France.
Donc tu iras vérifier pour nous. J'ai vérifié. Non, mais le film, pas, non, pas le film, Taïwan. non, le film, non. Retournez manger à Taïwan, aucun problème. Allez voir des gens manger à Taïwan, par contre, non. Non. Sinon, autre genre aussi, il y a Rapide. Un film qui va donc être rapide avec Alban Lenoir qui joue. De Speed. non. Rapide. Non, il joue là, Alban Lenoir, il a mis genre une perruque et une moustache, il va apprendre à une meuf à faire de la Formule 1. Ou assimiler, je sais pas. Ok. Ça a l'air. Voilà. Donc sinon, il y a Aimons-nous vivants de Jean-Pierre Améris avec Gérard Darmon et Valérie Lemercier. Où Gérard Darmon, c'est une vedette de la chanson et Valérie Lemercier, elle est super fan de lui. Lui il dit ah mais arrête, fous-moi la paix, moi je suis un vieux chanteur grognon. Puis finalement, ils vont se prendre d'affection l'un pour l'autre. Voilà. Tout ça a été tourné avant que Gérard Darmon ait des petites accusations d'agression sexuelle. Oh, pas lui. Pas lui. Ça vous surprend. Oh, bah. Lui, le copain de Dupond-Moretti et compagnie. Et oui, terrible. Ah là là. C'est Gérard. Bah, ouais, en fait, c'est Gérard, c'est ça le problème. Hein. Voilà, c'est ça, c'est les Gérard. Ouais, je dis en même temps, mon père s'appelle Gérard, ça commence à me faire peur. Moi. Oui, mais il est pas célèbre. Désolé, papa, mauvaise blague. Oui, mais il n'est pas célèbre. Non. Voilà. Non, puis il a violé personne non plus. Ah, tu sais pas. Il a violé personne. Attention. À ma connaissance. Voilà. Par papa, re-excuse si tu écoutes cette émission, c'est pour de rire. Sinon, donc demain sort Festa Major dont nous allons reparler, mais il y a aussi un documentaire Nilium Costal réalisé par sa femme Daryl Anna sur la dernière tournée. Alors moi j'ai cru voir passer aussi 2 trucs où je me dis peut-être que c'est intéressant, c'est Harvest. Espèce de un rapport avec Neil Young? Non, truc à l'extérieur, des espèces de films, je crois que c'est en Écosse ou en Irlande, des espèces de trucs qui se passent au XVIIIe siècle avec une ambiance moitié western, ça a l'air louche. C'est sorti ça? Ça sort, je crois, là. C'est sorti ou ça sort là. Et j'ai vu une bande-annonce passer à l'Arvor aussi sur un film avec Barry Keoghan. Ça sort dans 2 semaines, je crois. Ouais, qui s'appelle Le Clan des Bêtes. Le Clan des Bêtes, oui, ouais. Exactement. Pourquoi pas. Ça m'intéresse aussi, mais il sort dans les prochaines semaines, à la fin du mois d'avril, je crois. D'accord, je pensais que c'était la semaine prochaine. Ne vous pressez. Patience. Nous allons passer à la section critique de cette émission et nous allons faire une petite fête dans les champs. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Adriano Celentano avec Una Festa Superati, parce que donc de fête dans les champs, il en est quand même plus ou moins question. Donc fait dans Festa Major, de Jean-Baptiste Alazard qui sort demain dans les salles en France et qui est en fait une production donc de Stank et de Vincent Leport. Vincent Leport, on le connaît parce qu'il avait mis en scène Bruno Redal il y a 3 ans de ça, je crois. Et il y a la caméra sur ce film-là. Exactement, qui est l'autre caméraman du film avec Jean-Baptiste Alazard. Et donc, le Festa Major, de quoi ça parle? Eh bien, en fait, c'est un documentaire qui a été tourné en 2022 et en 2023. Les Festas, en fait, sont des célébrations qui se passent, en fait, en Catalogne, dans l'ère catalane, on va dire, que ce soit en France ou bien en Espagne. Tradition, en fait, où on célèbre le saint patron ou la sainte patronne donc, du village et qui donne lieu à une célébration de 5 jours où... les habitants du village et en fait ceux qui sont exilés, donc qui sont partis du bled et qui sont allés travailler donc ailleurs, reviennent au village pour ces 5 jours de fête et reprennent en fait d'anciennes traditions. Mais comme le dit un des personnages qu'on a entendu en pré-générique à un moment donné, ça a surtout pris son essor en fait après 1975 quand, comme il le dit, cet enculé de Franco est mort et donc il y a une certaine tradition qui a pu revivre. Je pense que c'était notamment le cas encore plus vrai dans la Catalogne espagnole, justement, parce que la mort de ce salopard avait pu permettre de faire revivre des traditions que le fascisme avait voulu éteindre. Et donc, ce film se déroule dans le petit village de Fiol, le village de 210 habitants, donc tout au sud de la France, en dessous de Perpignan, donc dans les Pyrénées. Et le film de Jean-Baptiste Alazard en fait nous montre, en fait c'est sur 1h10 de film à peu près, c'est 5 jours de fête, de danse, de tradition, de musique, de bourrage de gueule, comme parce que clairement ça met pas à côté. Non, ça met pas à côté. Ça met pas. Mais ça tient. Mais par contre ils tiennent. Hein. Ils tiennent grave. Hein, ouais, ils ont une respect. Ouais, là clairement. Et donc de cette exploration de ce microcosme et de cette communauté, finalement, nous ne saurons pas grand-chose en dehors de ces 5 jours de fête, justement. Mais je trouve que la manière dont Jean-Baptiste Alazard le met en scène et le film via une caméra 16 mm
qui en fait magnifie ses habitants et en fait un peu comme une poche hors du temps. On a un peu si on nous avait dit qu'à part quelques éléments modernes, ça se passait il y a 50 ans ou bien un siècle, finalement, on pourrait presque y croire. Ce qui a un effet assez étonnant. Et moi, je trouve que c'est un film qui m'a vraiment touché à la fois dans son esthétique, dans la beauté en fait des gens qu'il met pas qu'il met en scène, mais qu'il filme, et dans le rapport qu'il y a justement avec la fête, la musique, et la question donc de la communauté. Thibaut. Oui, alors, c'est 5 jours de fête, bien entendu, mais il ne faut pas croire que le film, ce soit un immense after-movie étiré sur, sur 1h, 1h10. Hein, on n'est pas non plus à Tomorrowland, mais parce qu'il y a quand même un fil narratif. Alors, le film, c'est rigolo parce que... Alors on sait bien entendu qu'un documentaire c'est écrit, et ici c'est écrit plus ou moins peut-être en collaboration avec les habitants du village, parce qu'on apprendra par la suite à la fin que le metteur en scène en fait habite le village. Donc c'est pour ça que la question du contrat de confiance documentaire est ici pleinement signée, parce qu'on pourrait se dire mais comment ces gens font pour autant se livrer à cette caméra intrusive, parce que voilà, on est en plein milieu des Pyrénées, dans ce petit village. On est très proche des gens. On est très proche des gens, mais on est quand même dans un espace qui est encerclé par les montagnes, et tu aurais envie de te dire, ben voilà, ils ont juste envie d'être tranquilles. Mais non, ils acceptent volontiers la caméra, parce que le réalisateur fait partie de cette communauté, de cette immense famille. Mais le film, en fait, déroule un fil narratif qui est assez intéressant, parce qu'il convoque un procédé de... J'ai envie de dire presque quasiment un procédé de fiction, parce qu'en fait, il commence par un flash. En fait, il commence par une espèce de lever de soleil, gueule de bois, quand tu es peinté à 8h du mat et que tu vas aller voir le lever de soleil. Alors ici, c'est la montagne, mais souvent, par chez nous, on le fait souvent à la mer. Et après, ça déroule une espèce de flashback. Donc là, je trouve que c'est intéressant. Et en fait, le film est très écrit, au final. Oui. La caméra ne se balade pas... au hasard en fait des maisons, il y a un procédé qui suit en fait le déroulé en fait. Il y a le flashback de la journée de fête. Et il y a les préparatifs, il y a la question des enfants, on l'entendait en pré-générique. Après, il y a la beuverie, les danses, les différents rituels qui sont mis en place. Rituels chelous. Oui, mais on est quasi dans une célébration païenne. Hein. Ouais, enfin, il y a de ça. C'est processions la nuit. C'est du folk documentary, on pourrait dire ça comme ça. Mais là où le film est ultra intéressant, c'est bien entendu pas de voir des gens complètement torchés qui racontent leurs états d'âme, parce que les états d'âme, finalement, il n'y en a pas tant que ça, sauf plutôt à la fin, mais peut-être qu'on y reviendra. C'est plutôt le fait que j'ai totalement perdu où je voulais en venir, c'est qu'on est dans un endroit, et ça c'est peut-être le dispositif, le matériel de caméra utilisé, on est dans un endroit hors du temps, hors de l'espace. Ça peut donner un côté un petit peu énervant, parce que tous ces gens sont magnifiques. Ils sont beaucoup trop beaux. Ils sont tous et toutes très très beaux et très très belles. Ils parlent tous bien, ils ont l'air d'un humanisme sans précédent. Mais tu dis, il est où le bas? Où est-ce que le bas blesse en fait? Du coup, c'est un petit peu déroutant. Or, si tu réfléchis, et le film finalement reste vachement en tête, tu dis que voilà, on n'a pas envie de montrer que des beautiful people, parce que le film va s'étirer, mais c'est vraiment de montrer une capsule. Ce film-là n'est pas un after-movie, en fait, c'est une capsule hors du temps, hors de l'espace, et comment une communauté peut célébrer vraiment son humanisme et son humanité au travers de 5 jours de pastis, de danse et de slam complètement à poil avec un crucifix. Ça reprend en fait un petit peu, j'y pensais, la théorie d'Akimbe, le théoricien pirate sur la TAS, Temporary Autonomy Zone, en fait, qui est un concept qu'il avait développé années 80-90, en fait, sur des espaces que les communautés se créent pour justement échapper au reste du monde, et ce serait un espace de liberté totale dans un temps et un endroit donné. Et en fait, il avait conceptualisé pour dire que finalement, c'était une des dernières formes de résistance presque pacifique qui pouvait exister contre le chaos du monde. C'est ça, parce que alors certes, il y a des rituels, il y a des costumes, il y a des danses,
il y a des arbres à mettre à tel endroit, il y a des repas, un espèce de débat sur la cuisson des escargots qui doivent être oui, c'est un débat comme un autre, hein. Surtout que c'est très bon les escargots, mais il y a des nœuds à serrer. Tout ça n'est pas gratuit, tout ça n'est pas fait à l'arrache complètement, mais pourtant il se dégage un esprit de liberté absolue, totale, où on oublie tout pendant 5 jours. Et il y a un côté peut-être réjouissant. Le fait que le film, alors tourné sur 2 ans, sorti en 2025, finalement c'est un film qui fait du bien de sortir à ce moment-là. Voilà. C'est un film qui reste positif et je crois qu'on en a besoin. Exactement, Docteur. Ouais, bah effectivement, c'est un film qui en fait a cette qualité d'être effectivement, comme tu le disais, hors du temps et hors de l'espace, mais surtout de montrer la pérennité en fait millénaire en fait de la fête. C'est-à-dire que pour moi, la mise en scène, le fait de choisir le 16 mm, le fait que dans les rituels, il y a des rituels en costume et notamment des rituels en costume ancien. On sent que les gestes il y a presque un truc ethno en fait. C'est-à-dire que, alors c'est ça qui est curieux. C'est pas de l'ethnologie au sens où ça serait distancié en fait. C'est de l'ethnologie mais embedded. Ouais, voilà, c'est ça, amical et les vêtis d'ethnologie. Voilà. Et les vêtis d'ethnologie. Ben, je sais pas, voilà, mais c'est un film qui en montrant finalement quelque chose que le réalisateur lui-même a pratiqué et qui pour lui relève finalement d'une sorte de norme, puisque ça revient tous les ans, fait un travail. Alors pour ceux qui sont pas du coin justement, alors là il y a ce côté un petit peu ethno, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des rituels qu'on comprend pas forcément, dont on comprend pas forcément tout à fait l'origine. Par contre, ce qu'on sent bien, c'est que des dizaines de générations. Pas des dizaines, mais plusieurs générations. Oui, parce qu'en fait, en plus, on sait voilà. absolument pas à quel moment est-ce que ça se formalise, mais de toute façon, ça évolue aussi. Ouais, ça évolue avec le temps. Dans la musique. Et on voit d'ailleurs, il y a une grosse insistance sur le côté transgénérationnel, où on voit les grands-parents qui dansent avec les enfants, qui dansent, les parents, les enfants, les grands-parents, tout ce monde-là qui quelque part et c'est assez intéressant. Par exemple, il y a beaucoup de plans sur les enfants, et en fait, moi, quand je voyais les plans sur les enfants, je me disais, tiens, c'est marrant, comment est-ce que tu grandis en étant conditionné à voir les adultes comme ça? Et moi, ça m'a fait penser alors pas des trucs aussi ritualisés que ça, mais moi, ça m'a fait penser à des trucs moi que j'ai vécu dans mon adolescence, pas tellement dans ma famille, mais avec des familles de potes en fait, où il y avait des rituels tous les ans comme ça, où les adultes se mettaient minables, mais on parlait politique aussi, et puis on dansait, on chantait, et on jouait de la musique et un peu comme les festos en Bretagne. Ouais, voilà, et ouais, cette espèce de truc de ritualisation de la fête, qui n'est pas là pour bloquer la fête, mais qui est là en fait pour conserver justement un espace de quelques jours où tu peux redevenir quelqu'un retrouver une forme de spontanéité et aussi t'exprimer. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est le fait que ça, c'est un truc que moi j'ai trouvé vachement intéressant dans le film, c'est à un moment il y a une personne qui dit, mais en fait le truc c'est qu'on va tous être bourrés, on va se confier des trucs, mais comme on est tous bourrés les uns les autres, en fait on peut se permettre d'être hyper intime et hyper franc en fait dans nos déclarations, parce qu'on sait qu'on aura tous un peu plus ou moins oublié, et que finalement je sais pas ce qui reste, c'est pas ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais là c'est ce qui se passe à Fayol reste à Fayol, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et moi j'avoue que et en fait moi j'ai retrouvé derrière ce côté très pragmatique. Je viens d'un village où il y a une fête tous les ans, j'ai envie de filmer cette fête parce que ça va me permettre de filmer mon village, mes amis, la nature, et de montrer le cadre dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai vécu et que j'aime. Et en même temps, pour moi, il y a vraiment un truc universel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension carnavalesque dans ce film-là, quoi. Ils le disent à un moment. Oui, ils le disent à un moment. L'esprit carnavalesque est convoqué complètement. Et je veux dire, ça, je pense que c'est un film, faudrait l'envoyer à Pacom Thielman, parce que je pense qu'il serait très très content de voir ce film-là. Ça rejoindrait complètement ce qu'il dit là-dessus. Sur l'aspect de la nature, ça peut faire penser à tout un côté panthéiste, un tas de littérateurs français comme Jean Giono par exemple, Colline, cette célébration en fait et de ces personnes qui font corps en fait avec leur environnement. Comment est-ce que ça les conditionne, comment est-ce que ça influe sur leur rapport à la musique, à la communauté, et comment est-ce que finalement ça fait cohérence et sens. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, par exemple, c'est le choix du réalisateur d'évacuer le maximum de technologie à l'écran. Il n'y a quasiment pas un smartphone de tout le film, alors que le film est tourné en 2022. Il n'y a quasiment pas un smartphone à l'écran, il n'y a quasiment pas une personne qui regarde un smartphone de tout le film.
Rien que ça, c'est assez rare pour être noté, quoi. Après, c'était aussi un choix, Ah, justement, mais de c'est un capter choix. ces choses-là. Ah bah, non, pour moi, c'est un choix d'évacuer toutes les parties, justement, qui nous rattachent, en fait, au 21e siècle. Les trucs du monorail, ça sera genre des bagnoles qu'on voit, une enceinte. Et par pour un ailleurs, concert, par contre, là où tu as de l'actualité, où tu as quelque chose de plus actuel, c'est dans la musique. Parce que là, tu as là aussi, il y a non seulement c'est transgénérationnel, mais c'est transculturel. C'est-à-dire que tu peux passer dans la même soirée de musique traditionnelle et de danse traditionnelle boum boum. à une fête techno où tu vas retrouver les mêmes personnes. Et il y a des moments assez bluffants. Il y a un gamin un gamin de 12 ans qui fait du rap, mais et qui le fait d'autant mieux qu'il sait que le public est acquis. Parce que tout le monde, il connaît tout le monde le connaît, et en fait, il donne le meilleur de lui-même aussi parce qu'il y a cette sympathie en fait généralisée. Et c'est vrai que tout le monde a l'air très 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 sympathique. Quand même, quoi. Après, ce qui est agaçant, ce qui est énervant, je le reconnais, c'est énervant. Cette célébration, en fait, pour moi, elle est double. Elle est double parce que tu le disais par rapport à la parole, parce qu'il y a bien entendu la parole des villageoises et des villageois. Alors certes, ils sont bourrés, peut-être qu'on va être oublié, mais c'est une parole qui existe. Ils sont pas si bourrés que ça. Ils se lâchent également. Il y a également la parole du réalisateur, parce que je trouve que la voix off... Oui, qui intervient début et fin. Qui intervient début, un petit peu aussi aux trois quarts, il me semble. Mais elle est hyper intéressante. Très distanciée. Parce qu'elle est très distanciée, et en même temps, c'est elle qui permet un petit peu d'accrocher les fêlures, notamment à la fin. Les fêlures de ces gens, il est parti en exil, le souvenir, la mélancolie post-fête, en fait l'immense gueule de bois qui dure 6 mois. Quel hiver, quoi. Qui est l'hiver, où il neige, où on se pèle les miches. On sait qu'ils reviendront l'année prochaine. Mais voilà, il y a des fêlures. En fait, voilà, c'est pas non plus les beautiful people. Et cette célébration de la parole par le réalisateur, elle est corroborée par une poésie de ces images en 16 mm. Alors moi, je m'étais dit, il y a 2 caméras, enfin, il y a peut-être plusieurs caméras, mais il y a 2 régimes d'images. Il y a une image que j'ai trouvée très contemporaine, pour ne pas dire numérique, enfin voilà, avec des couleurs très chatoyantes, photo incroyable au passage. Et puis il y a ces côtés où tu sens le 16 mm et ça corrobore du coup le côté hors du temps, hors de l'espace. On a l'impression de revenir un petit peu. On y revient du coup à un cinéma ethno des premiers temps. Ou du film de famille. Ouais, ou du film de famille. Mais les premiers films de cinéma des premiers temps, The Gulf Between, Promenade au bord de mer, c'est les années, c'est le début du Technicolor. Mais voilà, il y a une patine qui est absolument remarquable. C'est disponible sur YouTube, donc vous pouvez aller voir. Oui, qui est un film de 1917 dont en grande partie a été perdu, mais il y a encore quelques minutes. Il y a que 2-3 trucs. Et puis c'est surtout Promenade au bord de mer que j'y pensais, on en discutait en off. C'est vraiment Promenade au bord de mer qui m'a fait penser à ça. Mais voilà, des films ethno, des films ça peut rentrer aussi dans la case film de famille, ça donne un côté... Film de potes, film de famille... Ça rattache, ce film-là est rattaché à l'histoire du cinéma par cette patine-là, et ça donne une poésie remarquable. Et cette capsule du cours du temps hors de l'espace, je trouve que c'est absolument admirable à ce niveau-là. Et il arrive à éviter, moi je trouve qu'il arrive à éviter 2 écueils qui auraient pu être... possible, mais je me doutais bien qu'il tomberait pas dedans. Ça serait d'un côté de faire du Jean-Pierre Pernaut, la fête de village, vu de l'extérieur, regarder ces gens des territoires. Le dernier sabotier. Voilà, le dernier sabotier. Donc ça, évidemment, le fait d'être du village, ça permet de conjurer évidemment cette tentation-là. Et puis, je trouve qu'il y a un autre aspect, alors que moi j'ai trouvé finalement plutôt... intéressant parce que je me suis dit on pourrait aussi faire ce film-là et finalement avoir un regard assez critique sur le déracinement des arbres, le fait de faire cuire la barbaque sur des immenses grilles, le rapport à l'alcool. C'est vrai que ça bouge bien aussi, il pourrait y avoir une tentation moraliste en fait sur ce film-là. Et peut-être que certains spectateurs auront cette approche-là en voyant le film. Mais je trouve que le réalisateur parvient en fait à vraiment à laisser là à distance justement ce qui briserait entre guillemets le rêve. Et ce qui briserait finalement cette espèce de temps suspendu en fait auquel on assiste et auquel on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de participer d'une certaine manière, même si ça danse beaucoup trop pour moi et ça boit probablement beaucoup trop pour moi, mais par contre ça donne envie d'aller, ça donne envie d'aller manger des escargots et d'aller boire un pastoche, voilà. Il y aura deux solutions. Tu apprends à danser ou alors tu apprends de jouer un instrument. Ouais. Et ça, je trouve que il y a vraiment ce sentiment de. On en reparlera pour le deuxième film aussi, parce que sous une autre forme, moi j'ai ressenti ça dans les 2 films, c'est-à-dire le sentiment d'avoir affaire à un monde qui est pas du tout le mien.
sur le plan culturel, et en même temps de me dire, bah ouais, mais moi j'irais bien boire un coup quand même, quoi. Oui, après, il y a le côté, comment dire, il y a le futur de ce film-là qui pose question. Est-ce que ce côté capsule, est-ce que... Alors, on a dit que c'était une célébration, mais est-ce que d'un autre côté, est-ce qu'il n'est pas en train de faire un film qui nous dit ce monde-là va mourir? Je sais pas. Ce côté je sais poétique, pas. célébration, en gros, en mode dernier baroud d'honneur. Ce qui est l'enjeu du deuxième film dont on va traiter, Ouais, qui est également c'est un plus clair monde dans qui le est en deuxième train de film. mourir. Alors, est-ce que c'est un monde qui est en train de mourir? Est-ce que la question, est-ce qu'on est, nous, en tant que spectateurs, est-ce qu'on a le droit de se poser la question? Je suis pas Ouais, sûr que ouais. ça soit un des enjeux du film, réalisateur, non. ni même du film, mais tu as quand même l'impression de dire... Oui, c'est un film qui fait du bien. Oui, tu as envie d'aller là-bas. Il y a une mélancolie. Il y a une mélancolie cette mélancolie finale me turlupine quand même. Parce que c'est court. Et parce qu'en fait, tu retrouves, en fait, et moi, c'est ce que j'aime bien aussi dans le film, c'est que les personnages, on a l'impression que les personnages suivent le rythme des saisons. En hiver, ils sont chez eux, ils font il y a la neige partout, il fait froid, on n'a pas envie de sortir, on reste coincé chez soi. Et en fait, à force d'être enfermé chez soi, on a envie de voir les autres. Et du coup, quand le printemps arrive, c'est un peu comme les fleurs, quoi. Les personnes s'ouvrent, et puis quand c'est l'été, c'est l'apothéose, quoi, de tout ça. Et en même temps, effectivement, il y a quelque chose d'un peu mélancolique parce que ça se termine sur l'hiver, en fait. Ça se termine sur le rappel que ces 5 jours de fête sont encadrés par 360 jours de moins pas de fête, quoi. De pas la même fête. Et de la vraie vie, en fait, avec tout ce que ça peut comporter, on imagine, de pas facile, de douloureux, de séparation. Parce que là, par exemple, il y a un truc, moi, c'est que tout le monde a l'air amoureux dans ce film-là, quoi. Tout le monde a l'air de s'aimer. On a l'impression qu'il n'y a pas de célibataires dans ce village, quoi. Ou que même les célibataires, finalement, sont voilà, je veux dire, t'as vraiment l'impression que tout le monde s'aime, quoi. C'est-à-dire, ça s'embrasse, il y a même des rituels d'embrassade. Ouais. Ça se câline, ça il y a un rapport au corps. Ça se danse beaucoup. Je veux dire, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très sensuel, en fait, dans cette amicalité amoureuse presque qu'on voit chez les gens, avec des gens et on est très heureux pour eux, en fait, c'est ça le truc, hein, faut pas être jaloux, hein, on est très très heureux pour eux, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de côté païen, de côté festif, et en fait, et la douleur de se dire que c'est pas des choses qui peuvent durer, ça peut durer que 5 jours, en fait, parce qu'on peut pas faire tenir ça sur un an, on peut pas faire tenir ça sur une vie, quoi. Ça dure. Voilà, et que la beauté de la chose, c'est son côté éphémère, en fait, voilà. Et c'est ça le côté mélancolique, c'est pas que c'est triste, c'est que c'est l'aspect éphémère de la chose qui fait qu'il y a une dimension mélancolique derrière la fête, en fait. Mais comme dans la vraie fête, quand on fait des fêtes, on a tous fait, on en fait tous, quoi. Non, jamais. Non, pas toi, parce que t'es chiant, mais quand on fait des fêtes, il y a toujours un moment de cafard le lendemain, et qui n'est pas que la gueule de bois, qui est le fait qu'on a passé un bon moment, on a bien rigolé avec des gens, puis à la fin, on se retrouve tout seul chez soi à bouffer des nouilles, quoi, parce que voilà. Et puis demain on va au boulot. et donc voilà, donc il y a une espèce de paradoxe de la fête comme ça que je trouve, mais qu'on va retrouver aussi dans le deuxième film, oui, quoi. Exactement. Et qui est assez passionnant à observer, parce que même si culturellement ça peut paraître éloigné du spectateur, en fait c'est là qu'on se rend compte que c'est un propos comme vachement général, parce que pour peu qu'on ait un peu fait la fête dans sa vie, si on n'est pas genre mormon, voilà, et qu'on se soit laissé un peu aller à festoyer dans sa vie, c'est forcément des sentiments qu'on a connus à un moment ou à un autre. Voilà, cette espèce de joie de faire la fête, de joie du moment présent, tout en sachant que ce moment présent, il est éphémère par nature. Et en plus, pour bien renforcer la mélancolie, le film se termine par un morceau de La Porte du Paradis composé par... Oui, parce que j'étais en train de me demander d'où venait ce morceau. David Mansfield, Sweet Breeze, qui est un morceau magnifique. Ce qui démontre en plus le bon goût de Jean-Baptiste Alazard. Ouais. Non, mais par contre, voilà, moi j'ai vraiment été assez impressionné par la qualité de l'image du film, et par l'esprit, en fait, vraiment de ce film-là, très sympathique. Festa Major de Jean-Baptiste Alazard, demain dans les salles en France. Et on va continuer à parler de la fête, mais dans un tout autre style. On va faire attention aux ténèbres. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était George Harrison avec Beware of Darkness. Et donc de Darkness, il en est question dans The Last Year of Darkness, réalisé par Ben Mullin-Casson, réalisateur américain qui en 2010 débarque dans la ville de Chengdu et donc va peu à peu plonger dans un univers interlope, exactement, et notamment dans le quartier Funky Town, qui en fait est le quartier queer / underground de Chengdu, et il va un peu déambuler avec toute la faune de cet univers-là et nous balader pendant 1h30 dans une
presque une Chine parallèle, enfin parallèle parce qu'en fait c'est une culture qui ne parvient pas jusqu'en Occident, dans un monde assez fermé, on va dire, qui justement permet de voir et de montrer que de toute façon la Chine est bien plus que l'image simple qu'on pourrait en avoir. Alors Erwan, la fête est l'underground chinois. Alors je connais pas très bien, je le reconnais. Donc ça a été une découverte évidemment pour moi, et une découverte particulièrement intéressante dans la mesure où ce qu'on a en fait, c'est bien évidemment un documentaire, mais c'est un documentaire qui est vraiment travaillé comme une fiction. À tel point d'ailleurs à un certain moment du film, la question de savoir si c'est un documentaire ou une fiction finalement ne se posait quasiment plus. Parce que c'est un film qui est qui là aussi est très très écrit, sans doute plus encore que Festa Major. C'est un film qui suit en fait plusieurs personnages qui gravitent tous autour du bar Funky Town, dont on apprend à la fin du film que ses jours sont comptés, évidemment, puisqu'à côté il y a un énorme chantier de station de métro, une station de métro. Et en fait, moi, ça c'est la première chose qui m'a intéressé dans ce film-là, c'est cette espèce de contraste permanent entre cette Chine de jour, qui est une Chine qui passe son temps avec des grues, avec des machins, avec des camions, avec des embouteillages, qui est une espèce de Chine bétonesque, et qui aboutit finalement à des choses assez tristes, comme la station de métro à la fin, en fait, qui est complètement clinique, complètement froide. Que Chengdu, c'est une ville qui est, on va dire, nord-est de la Chine, donc vraiment en pays mandchou, quoi, vraiment, quoi. En plein cœur du territoire. Voilà. Et donc il y a d'un côté donc cette espèce de Chine qui est la Chine finalement qu'on nous vend dans les médias, c'est-à-dire la Chine productiviste, bétonneuse, où ça bosse de jour, de nuit, ça bosse tout le temps. Ce qu'on pourrait voir par exemple dans les derniers documentaires de Wang Bing, Jeunesse. Exactement. Et cette autre Chine qui est justement la Chine, qui est une sorte de Chine pas vraiment invisible en fait. Ça c'est un truc qui m'a étonné aussi dans le film, c'est qu'il n'y a pas tellement de discours autour de la question de l'homophobie. On a plutôt l'impression d'une espèce d'indifférence de la part des autres personnes. Tant qu'il faut pas tellement dans leur coin. Voilà, pas tellement une discrimination. Alors, pour moi, il y a une explication quand même. Il y a quand même une explication, c'est que outre le fait que cette scène, ce bar a l'air d'être un bar quand même relativement ancien, en tout cas relativement ancien pour une ville chinoise, c'est-à-dire on imagine au moins 10 ou 15 ans, il a l'air d'avoir vécu, ce bar, qu'il a l'air quand même d'avoir bien vécu. Et donc ensuite, donc, tous ces personnages, donc il y a une drag queen, enfin un drag, une femme trans, enfin un homme devenu femme, voilà, et 2 ou 3 personnages qui sont plutôt des gays et des fluents, enfin dire j'allais dire des flexivores, mais pas des flexivores, mais bon, des flexisexes si on veut, voilà. Non-gender. Voilà, des non-gender, notamment un DJ russe, voilà, qui a l'air très content d'être là. C'est sûr que parce que j'imagine qu'en Russie ça va être pour la marade. Ça va être pour la marade. Donc il y a tout ce beau monde. Et outre le fait que c'est des gens qui sont tous parfaitement touchants, bon là on est quand même dans quelque chose avec des choses beaucoup plus douloureuses quand même que dans Festa Major, parce que il y a évidemment il y en a certains qui ont contenu des abus sexuels, il y en a, je pense que comment dire, la personne qui est trans, je pense qu'elle est bipolaire. Oui, on elle est en couple avec un homme, on sent que c'est compliqué. On voit que globalement ça rigole un peu moins que dans Festa Major, mais il y a quand même toujours ce sens de la fête. Et il y a surtout, alors moi je trouve à certains moments énormément d'humour dans le montage. Et notamment je pense à un moment en particulier où il y a 2 mecs qui se rencontrent. Et en fait c'est genre la scène d'approche, ils blablatent. Cut, plan après, techno à fond, musique rouge, ils se roulent des galoches, ils se mangent la bouche, et j'adore ça. Et en fait, il y a presque des moments, c'est presque du Edgar Wright. Oui, c'est des moments de comédie. C'est de moments, c'est-à-dire où on résume une situation en quelques cuts, en quelques gros plans cuts, et c'est vraiment comme dans les films d'Edgar Wright, quoi, où on fait avancer les trucs comme ça, et je trouve que ça marche super bien dans ce film-là, et c'est mêlé à une espèce d'esthétique Wong Kar-waiesque.
Oui, il y a une caméra qui est très libre, qui est très ouais, fluide. ouais, puis des lumières, des rapports à la lumière, il y a de super La fluide. lumière. Il y a des plans qui sont superbes, Les néons, des les plans qui sont clairs-obscurs. superbes. Et avec un goût du plan long aussi. Notamment une scène de querelle amoureuse sur les toits entre justement comment dire, le trans et puis son mec, son mari, quoi. Et au fond, il y a une espèce de coucher de soleil là, qui fait comme une espèce de trouée dans le ciel. Enfin, c'est magnifique. Michael Mann. C'est magnifique. Et à la fois c'est très écrit et en même temps il y a des moments où tu dis mais c'est parce qu'en fait il y a des trucs tu te dis mais les gens sont une franchise. Alors Pascal Pro cache-toi, hein. Je veux dire, les gens de CNews ne regardez pas ce film là parce que là vous allez avoir un malaise, quoi. Avec notamment ce mec à la fin du film qui dit ah non mais moi je suis extrêmement fier d'avoir sucé un maximum de bits, quoi. Et tu fais waouh, ouais, c'est super franc, mec, Fair enough. mais voilà, mais fair enough, exactement. Et à la fois leur désir, leur détresse et une liberté de parole qu'on n'est pas habitué à voir ou en tout cas qu'on n'imagine pas forcément vu d'Occident, je trouve sont très bien montrés. Et là on sent aussi, on parlait de contrat de confiance tout à l'heure, il y a un contrat de confiance mais absolu, à balle, quoi, là-dedans, parce que c'est pas possible. Voilà, ce sont des personnages, c'est ça, la différence entre fiction et documentaire est quasiment imperceptible en fait dans ce film-là, et c'est intéressant parce que les personnages qui sont filmés sont eux-mêmes des gens qui se construisent comme personnages aussi. Donc il y a aussi toute une réflexion autour de la question de l'identité, de la double identité, de à la fois ce que ça peut avoir de libérateur, de ce que ça peut créer comme souffrance également, d'être partagé finalement entre deux genres ou entre deux ou plusieurs orientations sexuelles, que c'est pas forcément que marrant, que c'est une situation complexe et que dans toutes les situations complexes, il y a des choses évidemment qui vont être très positives et des choses qui vont être plus difficiles à vivre pour les personnages. Et je trouve que ça met bien, ça donne. Enfin moi en tout cas, j'ai pas ressenti du tout une vision caricaturale. Non. Ni de l'homosexualité, ni de la transsexualité. Au contraire, j'ai vu plein de nuances qui sont tout autant révélatrices de l'humanité de chacun des personnages. Thibaut. Oui, on parlait avec Festa Major de capsule hors du temps et hors de l'espace. Ici, c'est une capsule dans le temps et dans l'espace. Parce que dans l'espace, parce qu'il y a un rapport double de cet espace entre, comme tu l'as dit, ces stations de métro. L'intro et l'outro du film sont là pour le rappeler. Entre ces stations de métro vides, cliniques, blanches, et la transpiration qu'on peut sentir dans ce club. Carrément. Là vraiment. C'est chaud. Ça sent la sueur, le foutre et le popper. Ah oui, mais puis c'est un petit. Moi, j'appelle ça un lundi. Exactement. C'est un petit. J'appelle ça une bonne soirée. Donc il y a ce rapport-là, et ce rapport-là à l'espace, parce que tu vois ces grues. Moi, à la fin du film, j'ai été très triste de voir. C'est un des derniers bastions contre-culturels peut-être de cette ville. Je n'en sais rien, peut-être qu'il y a d'autres clubs qui existent dans cette ville. Mais en tout cas, ça a l'air d'être entre ce club-là et le restaurant de nouilles, ça a l'air d'être des endroits totémiques de la ville. Et ils sont en train de disparaître. On dirait des petites maisons au sommet d'une falaise qui est en train de s'effondrer. Voilà. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu, moi. Donc il y a ce rapport à l'espace qui est ultra triste, parce qu'à la fin, quand tu vois spoil, tant pis, mais quand tu vois le bar se faire défoncer, j'étais dégoûté pour eux. Et puis, parce que si les murs pouvaient parler, ils auraient beaucoup de choses à dire, évidemment, ce bar. Et puis il y a ce rapport capsule dans le temps, bien entendu, parce que voilà, comme le dit Gaspard Noé, en fait, le temps détruit tout et détruit les espaces, mais peut-être détruit, ça on n'en sait trop rien, mais détruit aussi ces hommes et ces femmes. Ça détruit une mémoire. Il y a ce sont des gens qui sont tourmentés, vraiment tourmentés. Ah oui. Et ils sont là aussi, ils sont doubles, comme l'espace, parce que ils peuvent être. Tu parlais de bipolarité. Je sais pas si on n'est peut-être pas dans le rapport pathologique. Non, pour moi, c'est pas du tout d'un point de vue pathologique, c'est un point de vue socioculturel, psychologique, socioculturel, puis en termes de rapport à soi, en fait. Parce qu'en fait, ils ne savent plus où se placer entre eux-mêmes, avec eux-mêmes, avec les autres, ce qui fait qu'il y a. Et pourtant, ils s'aiment en fait les uns les autres. C'est ça aussi. Il y a beaucoup de. T'as envie d'aller danser avec eux t'as envie d'aller danser avec eux dans le club, bien entendu, mais on n'est plus chez les beautiful people si on peut, je mets ça entre guillemets, bien entendu, de Festa Major. Là, on est vraiment dans un rapport moins mélancolique. Là, on est vraiment dans de la tristesse. Moi, j'ai trouvé vraiment dans une tristesse contemporaine.
comme finalement tu as convoqué Wong Kar-wai, peut-être comme Wong Kar-wai. La question de savoir film aussi bien. Qui je suis, quoi. Alors moi, ce qui moi, m'intéresse aussi, c'est comme ça se passe dans un cadre chinois, il y a quand même tout ce rapport au travestissement. Et l'indifférence que moi j'ai ressentie, en fait, en réfléchissant, je me dis, mais finalement, c'est peut-être pas si étonnant que ça. Parce qu'en fait, dans la culture chinoise traditionnelle, notamment en littérature, la question, et qu'on retrouve au cinéma, aussi, et qu'on retrouve au cinéma et qu'on retrouve au théâtre, la question du travestissement, notamment masculin, mais également féminin, c'est comment dire, c'est pour moi une des principales comment dire voies en fait ou manières de mettre de l'homoérotisme dans la culture chinoise, qui n'est pas une culture très ouverte sur l'homosexualité et qui paradoxalement, mais finalement comme dans les cultures occidentales, va trouver des moyens détournés d'évoquer cet homoérotisme qui de toute façon est là dans l'humanité. Les hommes qui jouent les rôles de femmes dans certaines pièces de théâtre. Et donc le fait de se déguiser en homme, de se déguiser en femme, et ben c'est pas si éloigné que ça, que le fait de vouloir être un homme, être une femme, aimer les hommes, aimer les femmes. Enfin voilà, ça se rejoint finalement. C'est une manière visuelle d'exprimer finalement des questionnements qui sont des questionnements intérieurs, intimes, quoi. Et je pense que moi j'ai l'impression que c'est, alors peut-être qu'il y a de la discrimination, que c'est pas montré dans le film, hein, mais et on voit un petit peu avec les chauffeurs de taxi, quoi. Oui, il y a une certaine. Mais voilà, mais j'ai pas ressenti de violence. Qui existe pourtant probablement. Qui existe probablement, mais ou d'une rupture, on va dire, de gens qui seraient complètement ostracisés. Voilà, ça se fait au vu et au su de tout le monde. Simplement, c'est pas c'est pas un film du tout qui est construit sur l'idée d'une opposition. Par contre, on retrouve ce côté autarcique. Par contre, c'est pas un isolement, c'est plutôt une autarcie qui est liée en fait, une autarcie dans des gens qui font partie de différentes minorités sexuelles en fait en Chine, où j'imagine que c'est pas l'homosexualité ou comme le transgenrisme sont pas la norme du pays, quoi, comme pas plus qu'en Europe, quoi. Non. Donc pas plus qu'ici. donc pour moi mais c'est intéressant de relier finalement ce film-là à finalement des traditions culturelles chinoises qui sont quand même très anciennes et qui incorporent, comme nous on le fait aussi avec les gras finalement, avec le carnaval. C'est toujours très paradoxal de voir comment les sociétés qui se construisent sur l'homophobie réservent malgré tout, quelque part, malgré elles, un espace pour que l'homoérotisme ou le désir homosexuel, ou les désirs, on va dire, autre que hétérosexuel, parce qu'il ne faut pas résumer ça qu'à l'homosexualité, mais où ça peut s'exprimer quand même, quoi. Thibaut. On n'a plus de micro. Voilà, je tiens juste à signaler qu'il y a certains courts-métrages, parce que c'est son deuxième long-métrage documentaire. Il y en a un qui va sortir cette année au réalisateur. Et il y a certains courts-métrages qui sont disponibles sur les internets mondiaux. D'accord. Alors, des fois, c'est des capsules de 3 minutes. Il y en a qui sont un petit peu plus longs. Mais le film s'insère vraiment dans une filmographie ultra cohérente, dans cette célébration de la contre-culture, dans cette célébration de quelque chose qui est en même temps, qui est dans l'entre-deux, qui est en même temps triste, mais en même temps qui essaye de survivre. Donc il a filmé plein de trucs, il a fait des clips, il a filmé des gens qui allaient... Ça se voit que c'est un clipper, hein. Qu'il a une activité de clipper. Il a une appétence pour le skateboard, vraiment. Il a filmé des petites filles en train de faire du skateboard qui font la nique à leurs camarades masculins, mais des petites filles qui ont 8-9 ans. Dans le film d'ailleurs, il y en a un qui skate à mort. Il est pas trop mauvais, hein, le skater dans le film. Et ça va se filmer des gens qui vont protéger une forêt en allant habiter dedans. Voilà, ça va même filmer Ellie Goulding en train de se préparer une salade. Eh oui. Pourquoi pas. Donc voilà, à voir, ou alors avec des skateurs musulmans qui skatent devant la Maison Blanche, et quand tu penses à celui qui l'occupe actuellement, ça résonne, c'est hyper intéressant. Donc voilà, à voir ces courts-métrages, ça prend très peu de temps, il y en a 4-5 qui sont disponibles sur YouTube, pour un petit peu comprendre la filmo du réal, et puis après à voir ce qu'il va faire après. Juste très rapidement, au-delà du sujet des deux films, moi je trouve que ce qui vraiment m'a bien plu en fait de voir ces deux films-là presque à la suite, c'est la qualité esthétique, quoi. C'est vraiment qu'on a deux propositions esthétiques quand même super fortes, une qui est plutôt on va dire
sur le grain de l'image, l'autre qui est plutôt sur le cadre et sur le montage. Mais moi je trouve qu'il y a vraiment il y a vraiment largement de quoi bouffer dans les deux films sur le plan visuel et sur le plan de la mise en scène. Vraiment à faire des programmes cohérents. Ah bah là pour le coup c'était on ne peut plus cohérent. On ne peut plus cohérent, nous t'en remercions d'ailleurs. Donc The Last Year of Darkness de Ben Mullinkoson. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur carrément fleurés. Semaine de derby, semaine Stade Rennais. Et voilà, donc, on en reparle mardi après le résultat. Voilà, qui affronte ce week-end le FC Nantes. Docteur, autre style. Aussi sportif. Alors moi, ça sera un autre film avec des gens en robe, puisque ce sera Ran d'Akira Kurosawa, que je n'avais jamais vu au cinéma, que j'ai donc pu voir au cinéma. Et c'était super, super bien. Il y a eu plein d'autres trucs bien, notamment tous les films qui sont passés à la convention. Donc on va faire un coup de cœur étendu, et notamment à Christine, dont la très belle copie est passée samedi soir. Mais Ran, ça m'a vraiment enchanté. Ça t'a fait un effet bœuf. Ouais. Et à chaque fois que je vois un Kurosawa au cinéma, ça me confirme à quel point le cinéma c'est génial, quoi. Voilà, tout simplement. Merci docteur. Alors moi sinon ce sera Wolfen de Michael Radlig, film de loup-garou de 1981, film très étonnant, film absolument fascinant avec Albert Finet, un travail visuel et une vision de New York absolument terrifiante. C'est pas mal. Très beau film, donc Wolfen. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, prochaine émission, prochaine édition. Ah ciao, bonsoir. Salut.